Salut à tous, bon café. Ce matin, on va pas parler photovoltaïque. Peut-être que plus tard dans la journée, si je reçois des questions précises. D'ailleurs, j'ai reçu un courrier précisément sur un projet photovoltaïque. Il va falloir que je regarde ça plus en détail. Donc peut-être que ça sera l'occasion d'une autre vidéo dans la journée. Donc on va parler un peu avenir de la France, puisque ces derniers temps, il y a quand même quelques petites informations qui nous arrivent, qui sont, je dirais, intéressantes, préoccupantes. Alors, on va parler avenir de la France dans un cadre très précis. On ne va pas parler et sortir de ce cadre. Si on fusionnait tous les cadres précis dans ce qui serait potentiellement la destruction de la France, le tableau serait tellement sombre qu'on serait là complètement bloqué sur nos appuis et puis qu'on serait en mode panique. Alors, le premier article que j'avais envie de vous présenter pour justement parler de ça, puisque c'est une succession de deux articles, pratiquement coup sur coup, qui m'ont motivé à faire cette petite intervention, c'est cette news. La France et l'Allemagne vont créer une assemblée de députés commune. Cette assemblée parlementaire franco-allemande, qui verra le jour en 2019, ne pourra pas voter de loi, mais verra au rapprochement entre les deux pays. Voilà, donc ça c'est un truc, bon, tout seul, à la limite, on peut se dire, il n'y a rien de méchant, mais bon. Donc, on va passer à la suite. On va passer à la suite. Article. Alors, je n'ai pas regardé la date de celui-ci, mais je sais que c'est un article qui tourne en boucle et qui revient. Regardez, donc 14 novembre, c'est pas forcément très vieux. Je rétrécis le titre. Macron veut une armée européenne, mais est-il prêt à partager son bouton nucléaire? Voilà, donc, à partager avec qui, hein? Partager avec qui? Ça, c'est la grande question. Ensuite, on prend une succession de news, hein, je veux vous dire, voilà, c'est une news par elle-même n'est pas très alarmante, mais quand on voit une succession de news, on peut se poser des questions. L'Alsace deviendra une collectivité européenne d'Alsace. Voilà, donc voici qu'une région qui avait un nom bien spécifique verra son nom et peut-être même sa structure, puisqu'il s'agit de dire le Haut-Rhin et le Bas-Rhin fusionnent, et pour devenir une collectivité européenne d'Alsace. Voilà, donc tout ça prend corps et prend sens, hein, je pense, dans vos esprits. Alors, par où je vais je vais aller maintenant pour continuer un peu dans ces choses-là. Là, maintenant, on va quitter les dernières news pour maintenant se rapprocher sur des, je dirais, sur des analyses, un travail de recherche et de voir des conférences, hein, de quelques personnes. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, c'est des personnes que je connais depuis une dizaine d'années et qui en fait sont des gens qui ont vu clair avant tout le monde, qui ont compris, qui ont décodé ce qui était en train de se tramer au niveau des instances européennes. Donc ces deux personnes, eh ben, nous allons en retrouver une première. Il s'agit de François Asselineau. Donc François Asselineau, qui est le président de l'UPR, et donc qui, depuis qu'il a décidé de se lancer solo en politique, hein, puisqu'il a une carrière politique avant, comme directeur de cabinet et autres, auprès notamment de M. Pasqua, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas un perdreau de la semaine, hein, qui connaît bien le système. Hein. Si vous avez travaillé pour Pasqua, en gros, en général, vous êtes bien ce qu'on appelle un insider, hein, quelqu'un qui connaît le système. Donc M. Asselineau qui dénonce depuis des années et des années le fait que les euro-régions sont les prémices de la dislocation de la France. Donc bien sûr, je vous laisserai dans cette vidéo les liens pour que vous puissiez voir éventuellement les vidéos en question, les interviews, voire les conférences, pour que ce soit un démarrage pour vous si vous ne connaissiez pas le sujet, des thèses qui sont celles de cette personne, puis d'une autre que je vais peut-être vous présenter, mais je pense que vous devez la connaître forcément. Si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est pas que le fruit du hasard, c'est qu'il y a vraiment vous êtes dans une démarche où vous avez conscientisé les mécanismes qui étaient en action par rapport aux objectifs qui étaient ciblés. Donc là, je ne vais pas vous mettre la vidéo, hein, je vous laisse le lien.
Donc ensuite, donc nous avons Monsieur Zemmour, hein. Donc Monsieur Zemmour qui est plébiscité d'un côté, haï de l'autre pour ses prises de position. Alors moi, au préalable, avant de parler de Monsieur Zemmour, on va revenir sur Monsieur Asselineau. Alors je vais vous dire, je le dis clairement, je suis adhérent UPR, ça va être la 3e année. Avant j'étais sympathisant, maintenant je suis adhérent. Bien que Monsieur Asselineau soit positionné à droite et que moi, ma fibre initiale, elle est à gauche. Mais quand je regarde l'éventail des hommes politiques qu'il y a sur l'échiquier politique, le seul et l'unique qui me semble à ce jour avoir eu le bon diagnostic, la bonne vision, les bonnes solutions et qui pour l'instant ne traîne aucune casserole, c'est Monsieur Asselineau. Donc moi je cherche plus les points qui me rassemblent avec d'autres personnes plutôt que les points qui me divisent. Et de ce fait, je vais pas non plus fustiger les gens qui sont à France Insoumise, ni les gens qui sont à l'ex-Front National, ni d'autres personnes qui seront plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. Ce que je vais chercher avec tout le monde, ça va être les points communs et les intérêts qui nous rassemblent. Mais voilà, je suis du côté d'Asselineau et je le soutiens par ma cotisation. Parce que le but, c'est de lui donner les moyens pour qu'il continue à faire son travail d'information et en espérant que progressivement, ce qu'il nous annonce depuis 10 ans et qui s'avère vrai jour après jour, soit de plus en plus pris en compte par le public lorsqu'il faut passer à l'action, c'est-à-dire voter, voire même décider de faire un mouvement de grève ou un 17 novembre ou autre. Sachant qu'il faut se battre contre les bons moulins, il ne s'agit pas de faire Don Quichotte. Alors voilà, donc je tenais à préciser ça. Ça me semble important pour, on va dire, l'honnêteté intellectuelle. Donc on va revenir maintenant sur Zemmour. Donc Zemmour, qu'on connaît par ses prises de décision. Donc qu'est-ce que je pense de Zemmour, avant de vous dire ce que je pense de ce qu'il a dit. Donc Zemmour, pour moi, c'est quelqu'un qui dit énormément de vérité depuis très très longtemps. Ce qui me tracasse chez Zemmour, c'est qu'à mon avis, il y a une double facette. Cette personne ne travaille pas que pour la crèmerie France. Voilà, c'est mon opinion. Donc, effectivement, si on tient suite à ma logique et je recherche ce qui me rassemble plutôt ce qui me divise, j'en resterai là et puis je mettrai de côté l'autre partie. Zemmour est un polémiste qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat, qui dit des vérités et qu'elle plaise ou qu'elle déplaise à ma sensibilité initialement à 100% de gauche. Je dis bien initialement parce que bon, j'ai changé sur pas mal de sujets. Et n'en déplaise aux gens qui vont se qualifier ou qui vont se dire de gauche pure et dure, c'est-à-dire gauchiste idéologiquement. C'est-à-dire, ce que j'appelle le gauchisme, c'est l'idéologie de gauche, mais qui nie la réalité. Voilà. C'est pas le fait d'être idéologiquement de gauche. C'est l'idéologie de gauche qui nie la réalité et qui fait qu'on fonce dans une politique de gauche tous azimuts, sachant que ça va être dévastateur dans les effets réels. C'est un terme que j'appellerais l'absence de pragmatisme. Donc Zemmour, qui nous dit les eurorégions, destruction des nations souveraines. Et ensuite, une personne que je suis depuis très très longtemps également, qui est donc un scientifique, on peut le qualifier comme tel, un universitaire, qui, France Culture 2005, vous voyez, c'est pas tout jeune, la décomposition des nations européennes par Pierre Hillard. Donc il était à l'époque invité sur France Culture. Donc toutes les personnes que j'ai citées, que vous les connaissez ou pas, il y a suffisamment de matière sur YouTube, voire même sur Internet en général, pour qu'on puisse creuser le sujet. Maintenant, le sujet. On va revenir sur le sujet. Lui-même qui en fait, et celui que j'ai lancé, c'est la destruction des États-nations. Alors, est-ce que ça sera la destruction des États-nations ? Pour moi, c'est une erreur que de penser qu'il y a une volonté de destruction des États-nations. Ou alors, il faudrait réfléchir et se dire volonté de décomposition et de destruction des seuls États qui sont encore des nations. Voilà. Et à mon avis, à mon sens, dans ce projet européen,
Mais alors encore faut-il voir qui contrôle l'Union européenne. Le but n'est pas de détruire tous les États, le but est de détruire les États qui ont suffisamment de puissance pour faire en sorte, décidément, beaucoup de commentaires sur Facebook, pour faire en sorte que ces États disparaissent de l'échiquier pour que ceux qui tirent les ficelles de ce système n'aient plus l'opposition, une opposition efficace et crédible pour continuer leur projet. Alors qui sont ces gens qu'on va qualifier les dirigeants du système? En gros, ce qui dirige le monde, c'est la finance. Hein. Donc, cette grande finance internationale, c'est comme ça que je la vois, c'est plus facile de la qualifier telle qu'elle, qui ensuite utilise tous ces moyens de pression et tous ces moyens tout court pour arriver à ses fins, c'est-à-dire arriver à le plus de pouvoir et de pouvoir financier à l'échelle planétaire. C'est ma version du mondialisme, c'est tel que je le vois dans ce contexte. Alors, donc, quels sont les États-nations qui en Europe résistaient encore en fait à ce mondialisme? Si on fait le tour de tous ces États, en fait, on se rend compte que le seul État en Europe, à mon sens, qui a encore ce socle, je dirais pas nationaliste, mais national, et qui se qualifie en tant que nation, hein, qui peut se qualifier tel qu'elle historiquement et dans la succession, c'est la France. Et donc, le constat que je fais, moi, avec du recul, et certains événements vont permettre peut-être de peaufiner cette analyse et cette vision, c'est que l'unique et seul État en Europe qui est touché et visé par la décomposition des nations, c'est la France. Le seul et l'unique, voilà. La France, hein, c'est un pays qui, au niveau international, a une puissance potentielle extraordinaire. Nous avons des compétences dans tous les domaines. Donc, nous n'avons pas l'armée la plus ridicule du monde, bien qu'elle soit mal en point. Nous avons une position géostratégique et commerciale sur le globe qui est extraordinaire. Hein. Nous avons un capital technologique et industriel dans tous les domaines, les bons et les mauvais, hein, c'est-à-dire y compris dans l'armement. Donc, on va essayer de faire un peu ce récapitulatif, hein, si vous voulez. Je pense que je vais en oublier vu que c'est du live. Donc, l'aéronautique civile et militaire, la construction navale civile et militaire, l'électronique navale, civile et militaire, la propulsion de satellites, donc on va dire l'aérospatiale. Bon, là, on va rester entre guillemets sur du civil, bien que les propulseurs servent à propulser du militaire, par exemple des satellites de surveillance. Que pour dire l'agriculture, l'automobile, l'armement en général, le tourisme, bien qu'on soit pas classé premier à l'échelle mondiale, bien qu'au contraire dans ce qu'on nous raconte, hein, très souvent en fait on est plutôt 5 ou 6e. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Le pays, un pays qui a à la fois le soleil et l'eau, donc ressources en eau. Bon, ensuite, nous avons les territoires d'outre-mer, donc on a un très très vaste territoire maritime à l'échelon mondial. Nous avons un système éducatif qui, même s'il est en train d'être totalement déconstruit, fonctionne encore pour pas mal de monde. Nous avons un système d'irrigation. Alors, ce que je vais appeler système d'irrigation, c'est sur le principe d'un organisme vivant, ce qu'on appellera les veines et les artères, qui est exceptionnel, c'est-à-dire le réseau routier et ferroviaire. Nous avons une grande compagnie aérienne. Nous avons des grandes entreprises et des grands groupes, il faut pas le nier non plus, qui sont de plus en plus internationalisés, mais c'est là. Nous avons quoi d'autre? Nous avons une industrie de l'énergie pétrolière, des grandes entreprises là-dedans, des entreprises et des compétences dans le nucléaire. Bon voilà, je crois que je pourrais continuer assez longtemps à faire ce descriptif, mais c'est tout ça pour vous dire qu'en fait la France a des billes, peut-être même comme aucun autre État au monde, pour faire valoir ses arguments si elle devait les faire valoir. Et vous comprendrez bien que lorsque vous êtes une ou des puissances concurrentes ou amies, vous avez intérêt à faire en sorte de pouvoir contrôler cet État. Et la meilleure façon de contrôler cet État, c'est de l'englober dans un dispositif qui le musellera, donc ça c'est ce qu'on appellera l'Union européenne,
Et ensuite, à l'intérieur même de ce dispositif, vous allez utiliser ce dispositif pour démanteler cet État, ce qui permettra notamment à travers les législations différentes, au niveau mondial, européen, mais même voire même mondial, de pouvoir découper cet État dans sa structure, c'est-à-dire privatiser les services publics, et ensuite racheter les entreprises, les grandes entreprises françaises qui en veulent le coup, et croyez-moi, il y en a encore. Par exemple, Alstom, un découpage, la branche ferroviaire qui est partie en Allemagne et la branche turbine qui est partie aux États-Unis. Donc voilà, les grandes puissances, et quelles sont les grandes puissances qui ont les moyens de faire en sorte que la France perde peu à peu son capital? Elles sont pas 40, grossièrement. Vous avez d'un côté les États-Unis et d'un autre côté l'Allemagne. Sachant aussi qu'il faut pas être naïf, nous avons des mécanismes en France qui permettent le rachat des terres agricoles par la Chine. C'est un processus qui a lieu, on peut retrouver ça dans le centre France. Je connais pas les détails du montage, mais je sais que voilà, la Chine est en train de racheter massivement des territoires en France pour l'agriculture. Il m'en reste une goutte, je vais le finir. Donc, ne cachons pas non plus qu'en fait, la France, historiquement, a eu des grands ennemis, l'Angleterre. L'Angleterre qui aurait pris ses distances avec l'Union européenne, qui est en train de les prendre, c'est effectif, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'Angleterre ne fera pas marche arrière. Et on se rend compte donc, si on fait cet éventail, que la France, en fait, a soi-disant des ennemis, mais en fait a beaucoup d'ennemis. Puisque lorsque vous êtes un gros morceau, la France est toujours un gros morceau, de plus en plus faible, mais toujours un gros morceau, vos amis sont plutôt vos ennemis, puisqu'ils vont chercher à s'accaparer votre potentiel ou à diminuer votre potentiel pour continuer à vous dominer. Alors maintenant, on va regarder un peu la place de la France au niveau de l'échelle européenne, au niveau de l'Europe, pour comprendre la position de la France. Si on est logique et pragmatique en regardant comment fonctionne notre monde moderne, le monde moderne fonctionne sur la base de la puissance financière. Donc ensuite, la façon d'avoir cette puissance financière, elle peut venir de diverses façons, c'est-à-dire à partir d'une place boursière et d'un pays fonctionnant très fortement à partir d'un système financier et capitaliste, non pas basé sur modèle industriel, mais modèle financier, on va dire l'Angleterre. Mais vous avez aussi la puissance financière sur la base d'un très fort potentiel industriel, ce qui est le cas de l'Allemagne. Donc si on fait le tour des grosses puissances en Europe, il n'y a pas à tordre du cul 50 ans, on se rend compte que c'est l'Allemagne. Alors l'Allemagne, on va donner principalement un chiffre qui va nous permettre de comprendre la disproportion entre les deux économies pour comprendre qui est le plus fort. Donc l'Allemagne, actuellement, et depuis pas mal de temps, c'est plus de 200 milliards de balance commerciale positive. Alors que la France, depuis quelque temps, on est autour, et voire plus maintenant, de 50 milliards de déficit dans la balance commerciale. Donc vous voyez la disproportion. Je vous passe les chiffres sur l'Espagne ou l'Italie, à ma connaissance, et avec les derniers éléments, en fait, il n'y a quasiment que l'Allemagne et peut-être la Hollande qui arrivent à dégager des excédents commerciaux positifs en ayant le même système d'intégration européen que la France, que l'Espagne, que l'Italie. Mais bon, là, je vais pas trop m'aventurer. Je suis plutôt en terrain instable pour pouvoir affirmer ça. Mais voilà, en gros, l'Allemagne domine financièrement des coudes, des épaules, de la tête, l'Union européenne. Et comme l'argent est le nerf de la guerre dans un système moderne, ce n'est plus nécessairement uniquement l'armée, il faut avoir une puissance économique. Et ben, vous pouvez considérer qu'avec la différence et le fait que la France régresse d'année en année, que la puissance number one en Europe, c'est l'Allemagne. Donc, de ce fait, que la France est sous domination allemande. Alors, pourquoi je voulais vous parler plus précisément de l'Allemagne, c'est qu'en fait, quand vous avez un projet tel que je le présente, où on apprend qu'une région qui s'appelait l'Alsace va changer de nom et va passer, on va dire, alors je me rappelle plus la dénomination, Alsace, enfin bon, bref, qu'il y a une volonté de créer une assemblée de députés communes, qu'il y a volonté de créer une armée européenne commune, vous pouvez vous dire qu'il se passe quelque chose vis-à-vis
de la France et de l'Allemagne. Alors, au passage, je voudrais donner une analyse qui est le fruit que de ma pure réflexion, qui vaut ce qu'elle vaut. Comment a-t-il été possible pour l'Allemagne d'avoir un tel essor industriel après la guerre 39-45? Ça, c'est une question. Comment a-t-il été possible pour le Japon d'avoir un tel essor également industriel après la guerre 39-45? Pourquoi l'Allemagne est devenue ce qu'elle est devenue? Alors, et pourquoi le Japon l'est devenu aussi, sachant qu'ils sont en dehors, bien sûr, de l'Union européenne. Alors, moi, la façon dont je vois la chose est relativement simple. C'est que l'Allemagne, de par les conventions post-guerre 39-45, avait pour interdiction formelle d'avoir une armée qui puisse compromettre, on va dire, la stabilité européenne. Et il y avait l'équivalent au niveau du Japon. De ce fait, l'Allemagne n'a pas eu à investir massivement et régulièrement chaque année dans l'armement, dans le militaire et dans sa propre sécurité, vu que l'Allemagne était sous contrôle des divers pays que vous connaissez, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc tout ça avec des bases militaires, et puis ce fameux mur. Donc n'ayant pas à investir les milliards que la France devait investir pour assurer sa propre sécurité, l'Allemagne a pu investir dans son système éducatif et dans la structure industrielle. Et de ce fait, il s'est produit ce qui s'est produit au fur et à mesure des années. Plus cette fameuse réunification, cette casse dans les années 2000 on va dire, du système de couverture et de protection sociale par le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était Schröder, à confirmer, pour en faire une Allemagne de la précarité. Et puis vous avez la situation actuelle de l'Allemagne qui, malgré tout, quoi qu'on en dise, du point de vue de la classe moyenne, a bien été déclassée. La classe moyenne a été déclassée, oui, effectivement. Alors moi, je peux permettre de dire ça parce que je le constate. Étant d'origine espagnole et passant systématiquement mes vacances en Espagne, j'ai vu jusqu'à les années 2000 énormément d'Allemands qui allaient en vacances en Espagne, et depuis les années 2000, très forte régression, il y a très peu d'Allemands en Espagne. Et la raison est simple, l'apparition de l'euro a été en défaveur de la classe moyenne allemande. De ce point de vue-là, il n'était plus du tout rentable avec l'euro d'aller passer des vacances en Espagne à cause du change et à cause du fait que les prix auraient énormément augmenté du point de vue de l'immobilier, mais aussi de l'alimentaire en Espagne avec le passage à l'euro. Donc ils ont pu bénéficier de ce change. Et les Allemands, de par la casse sociale dans leur pays, baisse des salaires, et chez nous, ce fameux change qui n'existait plus, les Allemands se sont dirigés vers des pays qui étaient plus limitrophes, et certainement très probablement la Croatie. Alors pour les plus riches, par contre, les Allemands, qui avaient un peu de caillasse, qui allaient, on va dire, région avant Barcelone assez souvent, sont plutôt allés du côté de Majorque, la Majorque qu'on appelle la petite Allemagne, en Espagne. Alors, voilà, donc le décor est planté. Je voulais faire cette vidéo pour alerter. Alors, je sais que ça sera pas cette chaîne n'a pas vocation à cela. Essentiellement, à parler de phénomènes de société, comme la violence, la délinquance, l'immigration. Mais je pense, pour moi, il est important d'aborder ces sujets pour qu'on ait un peu, pour que les gens qui viennent éventuellement sur cette chaîne puissent avoir accès à un angle vu peut-être différent, divergent. Alors pas pour éveiller de la prise de conscience, mais pour qu'ils puissent se poser des questions vis-à-vis d'informations qui, si elles n'étaient pas relayées et condensées, par exemple, dans une petite vidéo comme celle-ci, passeraient totalement inaperçues. Parce qu'il est évident que si vous prenez votre journal local, et vous prenez les médias télévisés ou radio, vous n'aurez jamais une telle agglomération de news qui permettrait de faire prendre corps et sens à un mécanisme un processus qui est en route, c'est-à-dire la décomposition de la France. Alors, je vais terminer sur une petite parenthèse. Si j'en ai le temps, je pense que je vais en avoir le temps, il s'agit de l'Espagne. Donc nous avons vu ces dernières années, beaucoup d'activités sur Facebook en même temps, nous avons vu ces dernières années, et c'est encore un processus en cours, un processus de
en Espagne qui était celui de la volonté d'acquérir l'indépendance pour la Catalogne. Et donc, les gens qui se disent, Laurent, ce que tu dis, ok, la décomposition des États, la volonté de scinder la France en petites régions, d'où l'intérêt des eurorégions. Vous savez, ces fameuses fusions de régions qui devaient d'ailleurs diminuer les coûts de gestion de régions. En fait, on a vu les derniers articles en ligne, hein, explosion des coûts avec la fusion des régions. Donc, c'était pas le but, hein, de diminuer les coûts, sinon ils se seraient démerdés pour. Le but, c'est de tendre vers la décomposition de la France par la création de régions qui seront appelées plus tard des eurorégions, comme la région d'Alsace. Donc le cas de la Catalogne est assez particulier, puisque les gens me disent, mais pourquoi la Catalogne n'a pas eu son indépendance alors que tu dis, comme les responsables politiques et les journalistes, que l'Europe veut la décomposition des États-nations, puisque la volonté à terme, dans les décennies à venir, hein, ce ne sont pas des plans qui s'échelonnent sur 2 ans, ce sont des plans sur des décennies. Ça sera une fusion de l'Occitanie de la Catalogne, aussi bien côté espagnol que français. Et pourquoi donc il dit, ton scénario ne tient pas la route. Et je lui ai dit, un scénario, il faut qu'il se déroule à la bonne vitesse. Si par exemple dans un film, tu cherches à faire un film en 1 heure alors qu'il lui faut 2 heures, hein, pour que le processus et que tout le monde comprenne l'histoire et que le processus prenne court, eh ben, il faut qu'il prenne 2 heures. Et s'il faut qu'il prenne 3 heures, il faut qu'il prenne 3 heures. Ce qui s'est passé avec la Catalogne est relativement simple. La Catalogne s'inscrit, et l'Espagne s'inscrit également dans ce type de région. D'ailleurs, l'Espagne est déjà décomposée en régions, un peu sur le modèle Allemagne, avec le même niveau d'indépendance. Allemagne et États-Unis d'ailleurs. Hein, chaque province a son parlement, voilà, hein, vous le savez si vous le saviez pas. Et la Catalogne, en fait, le mécanisme est assez simple. L'indépendance a été refusée à la Catalogne parce que si la Catalogne devenait indépendante, à ce moment précis de l'agenda international, de par la fragilité des États européens et des grosses banques européennes, la Catalogne aurait privé la nation espagnole, le pays, l'Espagne elle-même, de 20% de son budget, donc de 20% des impôts. Et de ce fait, l'Espagne n'aurait pas pu rembourser sa dette. Et ne pouvant rembourser sa dette, l'Espagne aurait dû faire dépôt de bilan, hein, on va dire le terme réservé aux entreprises privées, cessation de paiement, et en faisant cessation de paiement, le système bancaire européen se cassait la gueule, et donc le projet européen de Macron, qui consiste en fait à découper la France en morceaux et les autres États annexes en morceaux pour le compte de la grande finance, et tout ça sous le contrôle de l'Allemagne qui, elle, ne changerait pas de structure, hein. L'Allemagne qui serait, on va dire, le relais principal de ce mondialisme financier. Donc, en fait, l'Espagne a eu la pression de l'Europe pour que cette dislocation n'arrive pas à ce moment-là, parce que si elle arrive à ce moment-là, c'était une explosion de l'Europe, ce qui était préjudiciable par rapport à l'objectif. C'était juste une histoire de timing. Donc, ce n'est que partie remise, et quand les choses seront plus favorables, le découpage de l'Espagne de façon transfrontalière, hein, c'est-à-dire cette fameuse Catalogne, hein, et quand l'état de décomposition de la France sera avancé, avec d'autres mécanismes également. D'ailleurs, on pourrait revenir sur ces autres mécanismes. François Hollande, dans un ouvrage qui lui a été attribué, où il y a eu des déclarations un peu fracassantes, avait dit lui-même que la France se dirigeait vers un partitionnement de par la communautarisation. Voilà, donc j'ai dit beaucoup de choses. Je vais prendre le risque de mettre cette vidéo en ligne. Je vais essayer de trouver le bon titre. C'est un sujet qui est très complexe, qui est très polémique. Alors, il va de soi que je suis profondément anti-Union européenne, et je ne dis pas anti-européen, mais anti-Union européenne sur sa structure actuelle. Sinon, je ne serais pas adhérent UPR. Pour moi, l'Europe, ça doit être une Europe des peuples, pas une Europe que je dirais des régions et de la finance, pour la finance. Voilà, sur ce, donc, je précise, je ne peux que me réjouir de ce qui se passe en Italie, en Hongrie, en Pologne, où les gouvernements s'opposent aux politiques européennes. Sur ce, je vous laisse, et puis à vos réflexions.